Bonjour, bienvenue dans cette troisième émission de Génération Pêche. Je viens d'arriver à Paris, le temps de poser mes valises et je vous emmène découvrir la pêche urbaine. Dans ce nouveau numéro, vous allez pouvoir découvrir ces fous de pêche urbaine qu'on appelle les street fishers. Ce sont eux d'ailleurs qui nous donneront leurs conseils de pêche 100% street. Mais il faut savoir que la pêche urbaine, ce n'est pas que la pêche au leurre. Christian Cholet, président de l'Union des pêcheurs de Paris, nous en dira davantage. Je vous conduirai également dans l'une des plus grandes écoles de pêche de France, à Levallois-Perret. Nous visiterons également les coulisses du magazine Pêcheurs de France. La pêche, ce sont aussi des poissons et des milieux à gérer. Nous irons à la rencontre de Marion, qui a une mission particulièrement importante à la Fédération interdépartementale de pêche de Paris. Et enfin, pour la question du pêcheur, nous avons poussé les portes d'une institution, celle de la Fédération nationale de la pêche en France. Bon, c'est pas tout, on a un programme bien chargé. À Paris, on fait tout à pied. Génération Pêche spéciale pêche en ville, c'est parti! Les quais de la Seine, au milieu des bouquinistes de Paris. Au lieu de culture, on y recense 300 000 livres anciens. Et en parlant de culture, je vous emmène au sein de la rédaction du magazine très connu, Le Pêcheur de France. Voilà, nous sommes quai de Valmy, dans une des antennes parisiennes du groupe ATC, où se trouve Le Pêcheur de France. Nous sommes un magazine généraliste qui traite de tous les modes de pêche, de tous les poissons. Au départ, ce magazine était édité par des gens qui déjà croyaient en l'environnement et à la protection de la nature. C'était en 1978 et c'était une démarche à l'initiative de pisciculteurs qui voulaient créer une revue de pêche parce qu'il y avait un créneau. Alors la revue a duré 4 ou 5 ans en format journal et ensuite elle est passée en format revue, couleur. Et j'ai tenu ça pendant 10 à 12 ans. Alors le Pêcheur de France en est aujourd'hui à son numéro 366, qui va être le numéro de juillet 2015. Donc en exclusivité, un article qui paraîtra dans le numéro 366 de juillet. Une partie importante sur le poisson blanc, parce que c'est une période aussi où beaucoup de pêcheurs retournent au bord de l'eau, que ce soit pour la carpe ou pour le gardon, enfin tous les poissons blancs qu'on peut trouver. C'est vraiment une saison fastueuse pour la pêche en ce moment, donc c'est très diversifié au niveau du programme à venir. Pour faire un numéro du Pêcheur de France, il faut quand même pas mal de monde. En effet, pour réaliser un magazine comme Le Pêcheur de France, il vous faut un rédacteur en chef et son adjoint, une chef de la publicité, une équipe de graphistes et de mise en page, et 6 pigistes réguliers répartis sur toute la France. Les pigistes font des propositions d'articles. Après la création du sommaire par le rédacteur en chef, tout le monde se met au travail. Puis vient le moment de la mise en forme avec de l'infographie et la mise en page. Et 11 jours après la validation finale par le rédacteur en chef, puis un passage par les rotatives, votre magazine se retrouve dans les kiosques. Ah tiens, un livre sur le brochet et la gestion dans le milieu naturel et élevage. Tiens d'ailleurs, saviez-vous que la Fédération de pêche interdépartementale de Paris lance son premier plan de gestion piscicole? Mais qu'est-ce que c'est? La réponse tout de suite dans notre reportage. Depuis la fin des années 80, les fédérations départementales de pêche ont l'obligation d'établir un plan départemental de gestion piscicole, les fameux PDPG. Mais au fait, c'est quoi un PDPG? Donc le PDPG, c'est un plan de gestion piscicole qui est d'ailleurs réglementaire puisqu'on est une association qui a un droit de pêche, donc toute association ou tout organisme détentrice de droit de pêche doit avoir des plans de gestion piscicole, c'est dans le code de l'environnement. Et vraiment la finalité principale, c'est de satisfaire les attentes du pêcheur quel qu'il soit, tout en respectant au maximum les capacités du milieu et les populations piscicoles. En 30 ans, la quasi-totalité des fédérations ont mis en place un PDPG. La Fédération de pêche de Paris, quant à elle, se lance dans l'élaboration de son premier plan interdépartemental de gestion piscicole. Un moment important. Ce plan va permettre de mettre en place des actions concrètes de restauration des milieux aquatiques
afin de favoriser le retour naturel de certaines espèces de poissons dans la Seine, mais aussi la Marne, les canaux et tous les cours d'eau qui parcourent les 4 départements regroupés au sein de la fédération interdépartementale. Avant, on avait des commissions de repeuplement, puisque la fédération fait des repeuplements tous les ans par rapport aux pêcheurs, mais on n'avait pas réellement de connaissances vraiment biologiques des communautés, comment elles se structurent entre elles. Et donc du coup, ça manque forcément pour avoir une gestion la plus patrimoniale possible, si c'est possible. Et en tout cas, avoir le moins d'impact négatif sur les communautés naturelles. Le PDPG, ça va être assez général, les mesures, ça va vraiment englober tout le territoire. Et après, donc il sera consultable par tous les gestionnaires de l'eau, que ce soit les établissements publics, les services de l'État, les syndicats, les collectivités, tout ça. Et ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on s'attache vraiment après aux contextes plus locaux, notamment par le biais des APPMA, qui elles ont une gestion plus locale et qui ont un pouvoir plus local. Et là, on va pouvoir voir ce qui va pouvoir être fait ou pas fait localement, par le biais de maîtres d'ouvrage, ou nous, pourquoi pas nous porter maître d'ouvrage sur certaines actions. Du coup, la finalité de ce plan, la Fédération de pêche aura la possibilité de mettre en œuvre des mesures pour la restauration de l'environnement à Paris. Déjà, on sait très bien qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Par exemple, tout le monde parle de continuité écologique. Nous, c'est sûr qu'on ne va pas proposer d'enlever les écluses à Paris ou les barrages. Mais les enjeux, ce serait peut-être plutôt sur les habitats de reproduction de certaines espèces comme le brochet. Donc, toujours pareil, peut-être pas à Paris intramuros, mais voir ce qu'on peut faire aux alentours, que ce soit dans le Val-de-Marne où il y a quand même déjà plus de possibilités. Ce serait n'importe quel gain écologique par la création de petits habitats. Le moindre habitat pourrait avoir un effet vraiment valorisé et valorisant sur les populations. Réaliser un PDPG n'est pas une mince affaire. Il s'appuie sur un diagnostic précis de l'état des populations de poissons, ainsi qu'un plan d'action en vue de la protection, la restauration et la gestion des milieux et des ressources piscicoles. Alors j'ai prévu cette étude sur 3 ans. Parce que c'est quand même une étude assez conséquente, ça prend beaucoup de temps. Déjà en amont, le temps de préparer un peu tout ce qu'on va faire, et après aussi la phase opérationnelle, ça prend quand même beaucoup de temps. Va falloir que je fasse déjà un état des lieux de ce qu'on a sur notre territoire, que ce soit les poissons, les milieux, les habitats, etc., tout ce qui touche à l'environnement aquatique. En 2014, la FNPF a élaboré un document de référence national du PDPG permettant d'harmoniser les différentes études proposées par les PDPG des fédérations départementales. Cette ossature permettra à tous les nouveaux PDPG de coller aux nouvelles réglementations environnementales et d'être harmonisés. En tout, 34 fédérations de pêche prévoient de réactualiser leur PDPG entre 2015 et 2016. Le document référence de la FNPF a permis la consécration du PDPG dans les textes de loi. Pour ce qui concerne la pêche en eau douce, la loi pour la reconquête de la biodiversité va donner une reconnaissance législative aux plans départementaux de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles que les fédérations départementales élaborent. Je sais que c'était une revendication forte de vos fédérations. Vous avez entendu? C'est des signes encourageants tout ça. De quoi faire plaisir aux pêcheurs, n'est-ce pas, monsieur Cholet? Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Voilà. beaucoup. Alors, je vous laisse vous présenter. Je m'appelle donc Christian Cholet. Oui. Je suis un vieux monsieur, comme vous voyez, barbe blanche et crâne rasé, mais vous ne le voyez pas. Je suis président de l'Union des pêcheurs de Paris. C'est une association qui existe depuis 1891. D'accord. Vous n'étiez pas né, moi non plus. Et je suis aussi secrétaire général de la Fédération de pêche des 4 départements, la interdépartementale. 75, 92, 93, 94. Car pourquoi est-ce que c'est interdépartemental? Car nous sommes peu nombreux, 6, 7 000, bon voilà. Donc c'est pour ça qu'on a regroupé, que l'État a regroupé les 4 départements. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pêche comme poisson dans la Seine? Il y a beaucoup de poissons, déjà. Oui. Mais il faut être gentil avec eux, Oui. il faut savoir les pêcher. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le silure, qui est grand, plus grand que mes bras, voilà, comme Oui. ça, hein. Plus grand, puisqu'il y en a qui font 2 mètres. Oui. On ne les pêche pas tous les jours, mais ça arrive quand même assez souvent. D'accord. Ensuite, vous avez des brochets, peu Peu de brochets. peu de brochets. Peu d'endroits pour frayer, je crois. Alors, il lui faut une grande prairie inondée. Alors, on ne pourra pas en noyer le Champ de Mars, l'Esplanade des Invalides, le Jardin des Tuileries, c'est pas possible. Voilà. D'accord.
Donc on en met de temps en temps, Oui. fin novembre, Oui. on en met un petit peu dans l'assiette. Oui. Vous avez des cendres, Oui. pas mal de cendres, Oui. pas mal de cendres, notamment au bout là-bas, il y en a pas mal. Hein. Sur les bords aussi, là. De l'anguille, pas mal d'anguilles, de la perche. Alors là, il y en a. Du gardon, Oui, évidemment, poisson blanc. du gardon, hein, du rotan. Oui. Voilà. La Vous blette. avez de la blette, des petites ablettes comme ça. Il y en a, il suffit de lancer un peu d'amorce et ça vient comme ça. Et de la carpe. Ah. J'ai oublié l'essentiel. Des belles carpes. Hein. D'accord. Moi, j'en ai pris de 8 à 10 kilos, Ouh là, 12 oui. kilos. Oui. Oui. Alors là, vous avez personne qui vous regarde pêcher et quand vous avez pris un poisson, waouh, 40 personnes qui crient. C'est extraordinaire, hein, d'ailleurs. Ils crient. Ah waouh. Ils n'ont pas l'habitude de voir Ils n'ont ça. pas l'habitude. Non, non. Donc en parlant de Paris, est-ce que vous connaissez le street fishing? Bon, évidemment qu'on connaît. Je vais vous dire, le street fishing, il existe depuis mon père faisait du street fishing. Donc, il y a quelques années quand même. Oui, hein. oui. Mais on n'appelait pas ça comme ça. D'accord. Maintenant, il y a des street fishers, Oui. des jeunes surtout. Oui. Mais écoutez, c'est formidable, c'est le renouveau. Et à ce propos, je vais rejoindre Frédéric Miesner qui va nous proposer le conseil de pêche en street fishing. Le street fishing, c'est avant tout la pêche nouvelle génération, c'est-à-dire que c'est de la pêche au leurre, en no-kill, mais au cœur des villes. C'est-à-dire qu'on n'attend pas forcément le week-end pour aller à la pêche. On va à la pêche en semaine, on a les pieds sur le béton. C'est peut-être une des définitions du street fishing, c'est de pêcher pas en botte, mais avec des baskets, je dirais, sur du béton. Donc nous, on pêche en bait finesse. Bait finesse, c'est une canne casting, mais qui nous permet de lancer des poids de l'ordre de 3 grammes, voire moins. Donc c'est avant tout un choix parce qu'on peut aussi bien pêcher avec une canne, ce qu'on appelle spinning, plus classique, plus traditionnelle. C'est une canne qui est quand même relativement souple, hein, on peut le voir. Elle va plier sur une bonne partie du sion et c'est ça qui nous permet à la fois de lancer des poids relativement faibles et après d'avoir une réserve de puissance suffisante pour sortir un beau poisson. J'ai présenté le moulinet aussi qui est un moulinet vraiment adapté puisqu'il a une bobine qui fait moins de 10 grammes. Donc, et ça c'est un des caractères très très importants du bait finesse, c'est qu'on a besoin d'un moulinet qui a une bobine aussi légère pour lancer des poids très très légers. Sinon ça ne fonctionne pas, on fait plein de perruques. Et c'est lié aussi à l'utilisation d'un fil en fluoro. Donc là, c'est un bon fluoro parce qu'il y a du cendre, il y a des grosses perches, on va pêcher près des obstacles. Donc là, on va vraiment essayer de chercher à extraire le poisson très très rapidement de l'obstacle. Mais bon, ça reste quand même voilà, du 18-20 centièmes, pas beaucoup plus. Là, je viens de monter un micro-jig. Directement sur la ligne parce que nous on pêche sans bas de ligne en fait, on pêche en direct, fluorocarbone en direct sur le moulinet et ça nous permet vraiment d'avoir une sensibilité parfaite, une détection des touches optimale puisqu'il n'y a pas d'élément qui vient interférer et puis surtout une résistance à toute épreuve. On va voir ça. Damn. Yeah. Un des points qui est très important, pourquoi est-ce qu'on utilise du fluorocarbone? On utilise du fluorocarbone parce que sur une ligne détendue, on peut sentir les touches. Contrairement en fait à de la tresse, où quand la ligne est détendue, ben, on sent rien du tout. Là, ça me permet de pêcher avec une ligne, je ne sais pas si on la voit, mais semi-tendue, quoi. Elle n'est pas vraiment tendue, ça fait un arc de cercle. Et là, le poisson, quand il s'empare du leurre, eh ben, il sent aucune résistance. Si je pêche avec une ligne tendue, comme ceci, là, le poisson, il va sentir vraiment qu'il y a de la tension sur la ligne. Donc il va prendre le leurre, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va sentir qu'il y a une résistance, il va recracher direct. Si je détends ma ligne, il prend le leurre, il ne sent pas de résistance. Mais moi, je le sens. Parce que le fluorocarbone me donne l'information. Et ça, c'est fondamental. C'est ce qui change diamétralement l'approche qu'on a. On voit que mon sion, mon leurre, il accroche bien l'obstacle, mais il ne s'accroche pas à l'obstacle. C'est ça qui est aussi extraordinaire de cette pêche au leurre nouvelle génération, c'est que ça permet de pêcher dans les endroits qui auparavant étaient inexploitables. Parce que là, on peut pêcher au cœur de l'obstacle sans s'accrocher. Et ça, c'est vraiment énorme par rapport aux anciens. Donc, eux, peut-être qu'ils pêchent depuis des années en ville, mais pas avec nos techniques. C'est ça la grosse différence. C'est des endroits où il y a très très peu d'obstacles. Donc que ça soit un caddie, un vélib qui soit tombé dans l'eau, ben, ça constitue des postes de choix puisque c'est les seuls endroits où les poissons peuvent se mettre. Là, je suis encore dans un obstacle. Je dois être dessus. Donc là, je ne m'énerve pas.
J'essaie de trouver l'angle qui va faire sortir le leurre de l'obstacle. Non, ça bouge pas beaucoup. Donc là, on fait un peu la technique de l'arbalète. Voilà, ça y est, mon leurre, il a passé l'obstacle. Et je laisse bien retomber sur le fond. C'est calme, hein. On ne voit pas de poisson qui saute. Là, c'est vraiment... c'est très calme. Bon bah il n'y a pas eu de poissons, ce sont les aléas de la pêche malheureusement. Mais ici des poissons il y en a plein, notamment avec une exposition de Philippe Carrière, mieux connu sous le nom de Phil Fish par les internautes. Donc je me trouve ici à la Maison de la Pêche et de la Nature à Levallois-Perret et le reportage qui suit va vous montrer toutes les activités qui sont proposées par cette Maison de la Pêche. Alors la Maison de la Pêche et de la Nature, c'est un centre d'éducation à l'environnement qui a maintenant une vingtaine d'années et qui vraiment en fait est là pour éduquer, sensibiliser petits et grands au respect des milieux naturels et plus particulièrement ceux des milieux aquatiques. Alors les locaux sont à la ville de Levallois, mais après voilà, c'est une alliance en fait entre 3 partenaires. La ville de Levallois, l'association de pêche des Hauts-de-Seine qui ont en fait construit via des financements aussi à d'autres partenaires ce centre d'éducation à l'environnement qui est la Maison de la Pêche et de la Nature. Et à l'intérieur maintenant de ce centre, la PPMA a récupéré un bureau pour y faire en fait toute la gestion administrative de son territoire et toutes les actions qu'elle y mène. La PPMA des Hauts-de-Seine, en fait, c'est donc une APPMA qui est donc loi 1901, qui est une des plus anciennes en France, qui ont, si je dis pas de bêtises, elle doit avoir 104 ans cette année. Notre territoire de pêche, il est assez simple, c'est la sortie de Paris, donc du pont de Garigliano à Paris, jusqu'à la limite avec le 78 à Rueil-Malmaison-Bougival. Toutes les berges donc, de la Seine, nous avons les plans d'eau du Bois de Boulogne via la mairie de Paris, et également plusieurs plans d'eau en fait, dans les Hauts-de-Seine, via le Conseil général, qui met à travers ces parcs en fait, les pièces d'eau à disposition des pêcheurs. Alors la Maison de la Pêche en tant que centre d'éducation à l'environnement est ouverte tous les jours de la semaine au public plutôt scolaire. Mais ça peut être également pour des maisons de retraite, donc vraiment pour le grand public en général. En plus de ça, on a une école de pêche donc sous la format APN, Atelier Pêche Nature, tous les mercredis après-midi et également pendant des stages qui vont se dérouler en fait sur les périodes de vacances scolaires. Pour les enfants de l'école de pêche, on les prend généralement à partir de 6 ans et demi, 7 ans. Ça va vraiment dépendre de l'autonomie. On a eu des enfants plus jeunes, mais voilà, qui étaient déjà en fait, on va dire, préformés par leurs parents, qui étaient eux-mêmes pêcheurs. Nous sommes dans le musée de la pêche et de la nature qui en fait a une double connotation. La première, c'est vraiment présenter la biodiversité de la Seine. La Seine qui compte en région parisienne maintenant 42 espèces de poissons. Et du coup, voilà, montrer qu'elle va mieux. Donc on a une série d'aquariums. Juste à côté de moi, on a le fameux bassin tactile où petits et grands peuvent s'amuser à toucher les poissons et voir qu'un poisson, un animal pas vraiment comme les autres. Et si on le respecte, voilà, c'est un animal magnifique qu'il faut protéger. Allez, on se dépêche parce qu'on est en retard là. Je me trouve au canal Saint-Martin. Ça vous dit quelque chose, Amélie Poulain? Eh bien, c'est ici que se dérouleront la Fishing School et ce sera tous les mercredis. On va aller à leur rencontre. Bon les gars, dernier lancé et après on va passer de l'autre côté, ok? Donc je suis avec David de la French Touch Fishing qui va nous parler de la Fishing School. C'est ça, exactement. Donc ça a lieu tous les mercredis midi, oui, au bord du canal Saint-Martin. Et puis donc les jeunes en fait viennent nous rejoindre au bord du canal pour participer à une petite partie de pêche ensemble. Oui. Les jeunes de quel âge? Entre 8 et 15 ans, 16 ans. Ils viennent avec leurs parents, avec leur matériel de pêche. Oui. Et puis voilà, ça se passe de 12h30 à 14h. D'accord. Et donc évidemment c'est de la pêche au leurre et on relâche tous les poissons qu'on pêche. D'accord. Alors comment t'es venue cette idée En fait, l'idée n'est pas forcément venue, c'est des jeunes qui sont venus naturellement pêcher avec nous le mercredi midi. Dès qu'ils ont fini les cours à midi, oui, hop, le mercredi, ils viennent nous rejoindre. D'accord, donc c'est une activité, une initiation, il n'y a pas d'organisation pour en parler. C'est gratuit, j'imagine? C'est gratuit et ils viennent avec leurs parents aussi et puis avec leur canne à pêche. S'ils n'en ont pas, on peut leur en prêter une. C'est super. Donc en fait, c'est vraiment partager un moment de pêche ensemble. C'est vraiment simple, du partage, de la convivialité. Exactement. C'est un peu à la bonne franquette. Ok, merci. Pourquoi tu vas pas au foot là? Parce que le foot, j'aime pas. Moi, c'est pas vraiment une passion de taper dans un ballon. Tu préfères taper dans les fiches? Oui, je préfère. Pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a vraiment de l'entraide.
dis souvent, nous on est là vraiment pour les initier, pour les encadrer, mais ils apprennent très très vite tout seuls et aussi entre eux, quoi, en se filant des petits tuyaux. Ah là là, il y en a une, moi j'essaye avec ça. C'est aussi ce qu'on aime bien dans le street fishing, quoi. C'est cet échange. C'est pas une pêche où voilà, on garde les trucs pour soi, quoi. Il y a vraiment un esprit de groupe. C'est un mouvement. Bon Xavier, c'est super sympa d'être venu nous voir. Eh ben écoute, c'est cool, ça me fait plaisir de te rencontrer Emmanuel. Et puis Paul m'a dit de passer vous voir. En plus il y a Fred et David que je viens de croiser, que j'avais pas vu depuis un moment. Donc voilà, c'est cool, c'était l'occasion de se voir et de passer un petit moment ensemble. On est collègues après tout. Hein. On est collègues, Et du coup, Globe Fishing, ça donne quoi? Eh ben écoute, du coup, Globe Fishing, les émissions repartent très prochainement. Là, on va repartir tourner. Donc, génial, bonne nouvelle. Je pense que ça va être sympa encore. Ouais. Bon, bah, du coup, je vais te faire travailler un petit peu, puisque tu es là. D'accord. Je vais te demander de lancer le prochain reportage, le coup de cœur. Le coup de cœur. Je t'en prie. Eh bien, le coup de cœur pour cet épisode, nous allons donc partir, il me semble que c'est pêcher dans un magasin de pêche à la mouche. Voilà. On y va. C'est parti. Mon coup de cœur pour cet été, c'est cette canne, parce qu'il s'agit d'une canne à mouche, bien sûr, une 9 pieds pour une soie de 5. Et c'est de la marque Guideline, c'est la Fario CRS. Et la particularité de cette canne, c'est d'être en 6 brins, ce qui est très rare sur le marché. Et la canne est tout à fait merveilleuse parce que malgré le fait qu'elle soit en 6 brins, c'est une canne qui est parfaitement bien créée. Elle a la douceur qui convient pour la pêche à la mouche. Et en plus, c'est une canne qui est très jolie. La finition est tout à fait remarquable avec des anneaux modernes, des recs en titane à mémoire de forme, donc qui bougent comme ça, mais ils reviennent toujours en forme et ils sont virtuellement incassables. Donc très bonne canne, très belle canne, avec des composants de premier ordre. Et une très belle action médium, ce qu'on appelle une action médium, médium fast, médium rapide. Donc avec une très belle courbe. On n'a pas de point dur dû aux emmanchements de la canne, ce qui est vraiment une très très belle réussite. Bah écoutez, moi je suis au canal Saint-Martin, alors je vais en profiter pour pêcher. Et je vous laisse avec la question du pêcheur. La Fédération nationale de la pêche en France, c'est l'institution de représentation de la pêche de loisirs en eau douce en France. Nous sommes présents dans un certain nombre d'institutions dans lesquelles nous faisons valoir les intérêts de la pêche, que ce soit au niveau du développement, c'est-à-dire la promotion du loisir dans toute la France, tout ce qui est côté touristique, animation, éducation à l'environnement des enfants et au loisir pêche. Donc ça, c'est un premier volet, qui est la promotion et le développement. Et puis, il y a un deuxième volet qui est la protection des milieux aquatiques, au sein duquel on trouve des éléments plutôt techniques. C'est-à-dire qu'on va faire des études, on va aider notamment toutes les études qui sont faites en France et tout ce qui permet de protéger et de gérer la ressource et les milieux aquatiques. Donc la Fédération nationale, c'est un peu effectivement un chef d'orchestre qui donne le tempo en fait, parce qu'il y a 94 fédérations, on essaye de tous travailler dans le même sens pour faire valoir les intérêts de la pêche. Et la Fédération nationale est là pour animer, créer une émulation, donner des tendances quand c'est possible, et aider à apporter la modernisation, comme ça a été le cas par exemple pour la carte de pêche, pour cartedepêche.fr. La Fédération nationale a été fer de lance et puis elle a été suivie par 2, 3, 10, bientôt 30 fédérations et on espère pouvoir faire ça au niveau national. Et ça nous permet d'avoir une voix qui est beaucoup plus puissante et plus forte, que ce soit au niveau français jusqu'au niveau européen, puisque nous faisons partie de l'European Anglers Forum, qui est l'institution européenne des pêcheurs. Notre 3e génération pêche consacrée à la pêche urbaine touche à sa fin. En attendant de vous quitter, quelques dates à retenir. La Fédération nationale de la pêche en France édite comme chaque année le magazine Pêche, disponible en téléchargement sur son site internet. L'été approche, n'oubliez pas de contacter votre fédération départementale ou celle de votre lieu de vacances. Elles sont nombreuses à proposer des initiations tout l'été pour vous et vos enfants, à l'instar de la Fédération de pêche des Côtes d'Armor. Au mois de juillet et d'août, les animations sont nombreuses. Pensez à vous y inscrire.
Quant à moi, je retourne prendre mon train. Si vous passez à Paris, n'oubliez pas votre canne à pêche. Et je vous dis au mois d'octobre pour un numéro spécial consacré à la pêche à la carpe. Allez, ciao ciao!